Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce lundi. Après 20 années au pouvoir, le président algérien extrêmement affaibli par un AVC renonce à briguer un 5e mandat. Une annonce faite par Abdelaziz Bouteflika dans un message à la nation publié par l'agence officielle APS. En Éthiopie, les 2 boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées à 60 km au sud-est d'Addis Abeba, d'où l'avion avait décollé hier. Ce 2e crash d'un Boeing 737 en 5 mois est un nouveau coup dur pour le constructeur américain. Piétons ou automobilistes, les habitants d'Oujda, usagers de la route, mettent chaque jour leur vie en péril face à l'absence de panneaux de signalisation et de dispositifs de ralentissement de la circulation. Une situation due notamment au manque de budget et au manque de civisme de certains citoyens. Des toiles qui expriment des valeurs unificatrices et universalistes chères à l'artiste Najia Mehadji, riche de sa culture plurielle française et marocaine. Les Villas des Arts de Rabat et Casablanca consacrent simultanément 2 expositions rétrospectives de l'œuvre de l'artiste peintre. Madame, Monsieur, bonsoir. Il n'y aura pas de 5e mandat et il n'en a jamais été question pour moi. C'est ce que vient de déclarer en début de soirée Abdelaziz Bouteflika dans un message à la nation publié par l'agence officielle APS. Après 20 années au pouvoir, le président algérien, extrêmement affaibli par un AVC, renonce à briguer un 5e mandat. Les développements avec Amina Ben Khalq. L'annonce est tombée en fin d'après-midi. Dans un message adressé à la nation et révélé par l'agence de presse algérienne, Abdelaziz Bouteflika renonce à sa candidature controversée et selon ses mots exacts, il n'y aura pas de 5e mandat, il n'en a jamais été question pour moi. Mon état de santé et mon âge ne m'assignant comme ultime devoir envers le peuple que la contribution à l'assise des fondations d'une nouvelle république. Cette nouvelle république et ce nouveau système seront entre les mains des nouvelles générations d'Algériennes et d'Algériens qui seront tout naturellement les principaux acteurs et bénéficiaires de la vie publique et du développement durable dans l'Algérie de demain. Il précise également qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle le 18 avril prochain. Il s'agit ainsi de satisfaire une demande pressante que les Algériens ont été nombreux à lui adresser dans leur souci de lever tout malentendu quant à l'opportunité et à l'irréversibilité de la transmission générationnelle. Ce message annonce également une volonté de procéder tout prochainement à des changements importants au sein du gouvernement, des changements qui correspondraient selon lui aux attentes des citoyens. Il évoque également la conférence nationale inclusive et indépendante mentionnée dans une précédente lettre en réaction aux manifestations populaires. Cette conférence sera une enceinte dotée de tous les pouvoirs nécessaires à la discussion. D'après le chef d'État sortant, le projet de constitution qui en émanera sera soumis à un référendum populaire, promet-il. Elle fixera souverainement la date de l'élection présidentielle à laquelle il ne sera en aucun cas candidat. Le message évoque aussi une élection présidentielle qui sera organisée sous l'autorité exclusive d'une commission électorale nationale indépendante dont le mandat, la composition et le mode de fonctionnement seront codifiés dans un texte législatif spécifique. Des promesses qui surviennent après des manifestations sans précédent depuis 20 ans en Algérie qui ont exprimé leur rejet de tout un système politique. Je vous propose de retrouver en direct d'Alger Soufiane Maloufi, directeur de l'Institut Média and Survey, spécialisé dans les sondages d'opinion et les médias. Monsieur Maloufi, bonsoir. Vous demandez déjà les réactions ce soir à Alger par rapport au message du président Abdelaziz Bouteflika. Comment a-t-il été accueilli par les Algériens? Bonsoir à vous et à tous nos amis téléspectateurs. Tout d'abord, c'est une grande satisfaction que l'on peut constater sur l'ensemble de la donnée sociale que contiennent les réseaux sociaux, parce que c'est là où s'exprime la plupart des Algériens. Il y a de la satisfaction aussi qui est relayée par les médias publics à travers les micro-trottoirs qui sont en train d'être réalisés en direct sur bon nombre de chaînes de télévision d'information continue ou généraliste. Donc il y a une mobilisation qui a été entendue, mais là je pense que enfin, après 3 week-ends de mobilisation, 3 vendredis de rassemblement pacifique, le peuple a été entendu, cette attente a été satisfaite et je pense que tout le monde est satisfait à l'heure actuelle. Le président Bouteflika annonce renoncer à un 5e mandat donc, le report des élections, le temps que la conférence nationale destinée à fixer une nouvelle date se tienne. Il se passera beaucoup de temps là-dessus. Que disent ce soir les Algériens? Je pense que la lettre du président est une lettre d'apaisement, une lettre qui rassemble, une lettre qui répond à des attentes.
une lettre qui répond à toutes les contestations, à tous les slogans que nous avons pu voir pendant les 3 vendredis, que nous avons pu constater. Il y a beaucoup de gravité dans cette lettre du président Bouteflika. Je pense que maintenant, il reste que, est-ce que cela va suffire maintenant au peuple par rapport à ses revendications, par rapport à ses attentes? Je pense que oui, c'est un premier pas. Maintenant, il reste un calendrier politique très précis et bien sûr l'annonce du futur gouvernement qui, semble-t-il, sera du nom national et il rassemblera tous les technocrates, mais surtout des compétences nationales. Alors, votre institut a réalisé aujourd'hui même un nouveau sondage d'opinion qui couvre la période depuis le 22 février. Sondage qui donne que la candidature pour un 5e mandat a été rejetée par 95,8% des Algériens. C'est bien cela, Monsieur Maloufi ? Tout à fait. J'étais dans l'obligation de publier parce que l'annonce a été faite pour le 14. C'est un sondage qui un petit peu met en avant la perception des citoyens algériens par rapport à la mobilisation citoyenne. Donc nous voulions un petit peu enquêter auprès de l'opinion publique et voir quel était son sentiment réel, de pouvoir le quantifier, avoir un ordre de grandeur. Donc on a vu déjà par rapport à la mobilisation depuis le 22 février, le 1er mars et le 8 mars, c'est une mobilisation constante, mais bien entendu, la tendance de fond est au rejet à la candidature du président Bouteflika qui a été à 96% et qui n'a pas bougé cette tendance depuis le début du sondage et de cette enquête d'opinion. Et aussi un autre refus catégorique qui est à la hauteur de 85%, où les gens n'étaient pas satisfaits par rapport à sa lettre de candidature, où il proposait un certain nombre de solutions pour sortir de crise. Voilà. Alors rapidement, une dernière question sur le traitement médiatique de cette mobilisation, puisque votre institut observe également les médias. Est-ce que ce traitement médiatique, aussi bien par la presse algérienne qu'au niveau international, a été à la hauteur de la réalité sur le terrain ? Il est clair que c'est un motif de fierté d'avoir une presse nationale, d'avoir une presse écrite qui date de 92. C'était l'avènement du pluralisme journalistique. Et par la suite, en 2012, avec l'avènement des chaînes de télévision privées, il est clair qu'un traitement mitigé entre les entreprises publiques de télévision et les entreprises privées, c'était clair. Je pense qu'il y a le sentiment d'avoir arraché cette prise de parole, cette conscience de pouvoir relayer le propos des citoyens, de pouvoir relayer ces manifestations. Je pense que tout le monde est resté vigilant par rapport à ce qui pouvait advenir de cette mobilisation. Tout le monde était dans l'attentisme, tout le monde était stupéfait et ne s'attendait pas à tout cette ferveur populaire pacifique. Donc il y a eu quand même une montée en cadence par rapport au traitement, par rapport à la couverture, sur une couverture nationale avec des directs, avec des plateaux télé, beaucoup de débats télé, plus d'une vingtaine par jour, donc c'est immense pour un pays comme le nôtre. Par rapport à la presse internationale, il est clair aussi dans l'attentisme, donc c'était pour la presse internationale, c'était quelque chose de nouveau, c'était presque une leçon donnée par les citoyens algériens à ce genre de type de mobilisation, à cette révolution blanche, cette révolution pacifique, tellement belle, tellement digne, tellement fière de ce que nous sommes. Donc le traitement de la presse internationale, pour moi, je reste mitigé sur ça, parce qu'encore une fois, on nous regarde, nous, Africains et nous, Maghrébins, d'un œil parfois codescendant, mais je pense que nous avons donné cette leçon et quelle est belle l'Algérie, surtout qu'il est beau le Maghreb, avec toute cette richesse et surtout la richesse qui compose un petit peu plus de 70% de notre jeunesse qui a moins de 30 ans. Monsieur Maloufi, merci pour cet éclairage. Vous étiez en direct avec nous depuis Alger. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Media and Survey spécialisé dans les sondages d'opinion et les médias. Merci beaucoup pour l'invitation. Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, au pouvoir depuis 1999, avait décidé dans un premier temps de se porter candidat à sa propre succession, malgré une santé fragile depuis qu'il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2013. Des dizaines de milliers d'Algériens ont manifesté dans les rues algériennes et à l'étranger contre la candidature du président sortant. L'élection initialement prévue le 18 avril prochain a été reportée. Retour sur les faits marquants de ces dernières semaines avec Salima Benabou. C'était le 22 février dernier. Des dizaines de milliers d'Algériens sont descendus dans les rues pour dire non à un 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Tous ont bravé le pouvoir et dans le même temps, le tabou de la manifestation publique, formellement interdite à Alger depuis 2001.
Le mouvement est lancé, il ne se passe pas un jour sans que des milliers d'étudiants, d'avocats ou de simples citoyens se donnent rendez-vous sur la place publique. Et malgré l'impressionnante démonstration de force des Algériens et les manifestations quotidiennes, Abdelghani Zahlen, directeur de campagne du candidat Abdelaziz Bouteflika, dépose le 3 mars le dossier de candidature du président, hospitalisé depuis une semaine exactement dans cet hôpital suisse. À la surprise générale, le clan Bouteflika fait une offre en espérant contenir la colère du peuple. S'il est élu le 18 avril, Bouteflika s'engage à ne pas aller au bout de son mandat et à se retirer à l'issue d'une présidentielle anticipée. L'annonce prend tout le monde de court et ne fait que déclencher une contestation plus massive encore. À travers plusieurs villes, ils sont des dizaines de milliers chaque jour à battre le pavé pour dénoncer cette 5e candidature. Les commerçants, prêts à baisser leur rideau de fer, ont même entamé une grève de 5 jours. De l'autre côté de la Méditerranée, à Marseille et à Paris, la diaspora algérienne s'est également mobilisée. Pendant ce temps, le secret entoure l'état de santé de Abdelaziz Bouteflika, hospitalisé depuis une dizaine de jours pour des examens médicaux périodiques selon la présidence. Hier, l'avion aux couleurs du gouvernement algérien, supposé ramener de Genève le chef de l'État, a atterri à la base militaire aérienne de Boufarik, à une quarantaine de kilomètres au sud d'Alger. L'information est confirmée quelques heures plus tard par la présidence algérienne dans un communiqué. Et toujours concernant l'Algérie, sachez que Nourdine Bedoui, jusqu'ici ministre de l'Intérieur, a été nommé ce lundi Premier ministre en remplacement d'Ahmed Ouyahia. En Éthiopie, l'enquête se poursuit pour déterminer les causes du crash du Boeing 737. Les 2 boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées à 60 km au sud-est d'Addis Abeba, d'où l'avion avait décollé hier. L'appareil flambant neuf d'Ethiopian Airlines s'est écrasé, faisant 157 morts, parmi eux 2 Marocains. Ce 2e crash d'un Boeing 737 en 5 mois est un nouveau coup dur pour le constructeur américain. Le point avec Rizlan Taipi. Ce crash est un coup dur pour Boeing. C'est la locomotive des ventes de l'avionneur américain, la famille des moyens courriers, Max, best-seller de tous les temps avec plus de 10 000 exemplaires produits, qui est touchée. La version remotorisée du 737 est un programme essentiel pour la société de Seattle pour la prochaine décennie. Elle représente 64% de la production totale du constructeur jusqu'en 2032. Il s'agit de la 2e fois en quelques mois qu'un de ces appareils s'écrase quelques minutes après le décollage. Le 737 est la colonne vertébrale de Boeing. Il est aussi très important pour plusieurs compagnies aériennes à travers le monde. Plusieurs appareils de ce type décollent chaque minute quelque part dans le monde. Au lendemain du crash, Ethiopian Airlines a annoncé immobiliser ses Boeing 737 MAX. La Chine et l'Indonésie ont aussi suspendu les vols de ce type d'appareil. Boeing s'est contenté pour l'instant d'envoyer du personnel pour aider à l'enquête en Éthiopie et a reporté la présentation officielle de son long courrier 777X prévue mercredi. Et en bourse, le titre de l'avionneur qui emploie 150 000 personnes a dévissé de plus de 7% lundi à Wall Street. Et vous le savez, 2 Marocains figurent parmi les victimes du crash. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé 2 messages de condoléances et de compassion aux membres des familles d'Al-Hassan Sayouti, enseignant-chercheur à l'université Hassan II de Casablanca, et de Ben Ahmed Chihab, directeur provincial du secrétariat d'État chargé du développement durable à Dra'at Filel, qui tous les 2 devaient participer à une rencontre scientifique internationale à Nairobi. Les travaux de la conférence annuelle du programme des Nations Unies pour l'environnement, dont le siège mondial est à Nairobi, se sont ouverts aujourd'hui. 1 minute de silence a été observée à l'ouverture de la conférence, tandis que l'Éthiopie a décrété un jour de deuil national. À Amsterdam, une marche nationale pour le climat a rassemblé plus de 40 000 personnes dans un pays où les grands rassemblements se font rares. Cette forte participation fait parler d'elle. Les initiateurs de l'événement, dont l'ONG Greenpeace et plusieurs organisations néerlandaises, se sont félicités du succès de cette première marche nationale pour le climat aux Pays-Bas après des manifestations similaires qui ont eu lieu en Europe ces dernières semaines. Les Pays-Bas sont particulièrement vulnérables aux conséquences du changement climatique. Une partie du pays se trouve en dessous du niveau de la mer.
En Palestine, Mahmoud Abbas nomme un nouveau Premier ministre, Mohamed Shtiya, membre du comité central du Fatah, a été reçu par le président de l'autorité palestinienne qui lui a demandé de former un nouveau gouvernement, le 18e après la démission le 29 janvier dernier du gouvernement Rami Hamdallah, né en 1958 en Cisjordanie. Mohamed Shtiya, ex-ministre des Travaux publics et de l'Habitation à l'autorité palestinienne, est un expert économique et ancien membre de l'équipe des négociateurs palestiniens pour la paix avec Israël. Retour à l'actualité nationale avec ce chiffre, 12,3 millions de touristes ont visité le Maroc l'année dernière, ce qui représente une progression de plus de 8% par rapport à 2017. Les principaux marchés émetteurs ont affiché une hausse en termes d'arrivée, en particulier l'Italie et l'Allemagne avec 15 et 10%, suivi de la France et l'Espagne, 8 et 6%. Ces statistiques ont été publiées aujourd'hui par l'Observatoire du tourisme. Je vous le disais en titre, piétons ou automobilistes, les habitants de Oujda, usagers de la route, mettent chaque jour leur vie en péril face au manque de panneaux de signalisation et de dispositifs de ralentissement de la circulation. Une situation due notamment au manque de budget et au manque de civisme de certains citoyens. Reportage Oussama Ofker et Younes Nasseri, le récit est de Rizlan Taibi. En quelques années seulement, Oujda est devenue la 8e ville du Maroc, une cité en pleine expansion qui s'étend sur 500 km² et compte un demi-million d'habitants. Son parc automobile en conséquent a augmenté, mais la signalisation routière n'aurait pas suivi la même cadence. Les panneaux de signalisation sont insuffisants et les routes sont étroites. Il y a beaucoup d'intersections où on ne trouve pas de signalisation, ce qui peut être très grave. C'est le manque de budget consacré à la signalisation routière qui serait à l'origine de ce problème. En raison du budget très limité, nous procédons par étapes, quartier par quartier. Il y a en effet des quartiers où on ne trouve pas des panneaux de signalisation routière. Le manque de civisme de certains citoyens est aussi une des principales raisons de l'absence de signalisation routière. Dans certains quartiers, les dispositifs installés sont systématiquement dégradés. Place à présent à notre capsule quotidienne consacrée au métier de la chaîne à l'occasion du 30e anniversaire de 2M. Ce soir, vous allez découvrir comment nous, présentateurs, travaillons pour vous présenter ce JT. Dans ce reportage, Mohamed Esra nous emmène en immersion dans les coulisses de Infosoir et de El Messaïa. Il dévoile l'envers du décor de la réalisation d'un journal télévisé et la mécanique du traitement de l'information par deux présentateurs que vous connaissez très bien, Mehdi Soufiane et Salahdine Romari. Le récit est de Salima Benabou. Madame, monsieur, bonsoir. Ils incarnent les grands rendez-vous de l'information. À première vue, leur mission d'informer les téléspectateurs paraît presque simple. Pourtant, à regarder de plus près, leur métier nécessite une excellente gestion du stress lié au direct et ce n'est pas tout. Les présentateurs s'activent plusieurs heures avant le décompte et ce, en totale coordination avec les membres de la rédaction. C'est d'ailleurs durant la conférence que se fabrique le journal télévisé. Le présentateur doit travailler en groupe. Durant cette réunion, autour de la table, assistent les journalistes, les chefs d'édition et les rédacteurs en chef, l'assistant réalisateur et le réalisateur. Tous participent et réfléchissent ensemble à la construction de chaque étape du journal télévisé. Vient ensuite l'étape de l'écriture des plateaux, appelée également lancement. Le présentateur doit définir son rythme et choisir les bons mots en fonction de l'information. Et là encore, il n'agit jamais seul. On recueille toutes les informations nécessaires concernant les reportages qui seront diffusés lors du journal télévisé. On se renseigne donc auprès de toutes les équipes de tournage, auprès de nos bureaux régionaux. Et on recueille également les informations concernant l'actualité internationale. Et il faut savoir une chose, c'est qu'une journée passe très très vite. Une bonne gestion du temps est donc cruciale. Le rédacteur en chef n'est jamais loin. Il détermine le contenu du journal télévisé et coordonne le travail de toute une équipe. La communication entre le rédacteur en chef, les présentateurs, les journalistes et les chefs d'édition est continue. Toutes les décisions qui concernent le fil rouge du journal télévisé, appelé conducteur, le rédacteur en chef doit immédiatement informer les membres de la rédaction de ces changements.
Dernière étape, ou plutôt dernière retouche avant le grand saut. Le stress est à son comble car finalement, si le présentateur est toute la journée entouré d'une équipe de journalistes, de maquilleurs, de réalisateurs et de rédacteurs en chef, une fois sur le plateau, tout repose sur lui et en direct s'il vous plaît. Des toiles qui expriment des valeurs unificatrices et universalistes chères à l'artiste Najia Mehadji, riche de sa culture plurielle française et marocaine. Les Villas des Arts de Rabat et Casablanca consacrent simultanément jusqu'au 31 mai 2 expositions rétrospectives de l'œuvre de l'artiste peintre, le flux et la danse et le trait et la forme. Youssef Razi a suivi l'artiste pendant son vernissage à Casablanca. Le récit est de Sami Haris. Le trait et la forme, un titre pour retracer 35 ans de l'œuvre de Najia Mehadji. Des toiles inspirées de l'architecture, du cosmos et des végétaux, l'artiste a consacré près d'une dizaine d'années à la floraison. Un rapport à l'infini et à l'universel, une symbolique très présente dans son parcours. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la symbolique. Le symbolique dans mon œuvre est omniprésent, donc chaque œuvre correspond à quelque chose de très précis et les fleurs justement c'est pour montrer le passage des cultures. La fleur de grenade on la voit dans toutes les cultures et ce qui m'intéresse beaucoup c'est justement cette histoire de passage, c'est que l'art passe toutes les frontières. Nourrie de ses racines françaises et marocaines, Najia Mehadji réussit à concilier dans ses œuvres l'union du corps et de l'esprit. Le soufisme imprègne également beaucoup sa peinture. À travers ses paroles de Rumi, le monde entier sommeille en chacun de nous. Najia Mehadji est une artiste qui est vraiment entre deux cultures, entre la culture française et la culture marocaine. Et c'est quelqu'un qui parle d'universalisme, qui parle de transcendance entre les cultures, qui parle de passerelle entre les cultures. On présente Najia Mehadji autant qu'une grande artiste marocaine et aussi une ambassadrice de l'art contemporain marocain à l'échelle internationale. Une pluralité que l'artiste puise également dans ses 2 villes de cœur, Essaouira et Paris, où elle partage sa vie. À la Villa des Arts de Rabat, Najia Mehadji présente simultanément, après le trait et la forme, le flux et la danse, des œuvres liées à l'énergie de la musique. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Il n'y aura pas de 5e mandat et il n'en a jamais été question pour moi. C'est ce que vient de déclarer en début de soirée Abdelaziz Bouteflika dans un message à la nation publié par l'agence officielle APS. Après 20 années au pouvoir, le président algérien extrêmement affaibli par un AVC renonce donc à briguer un 5e mandat. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.